Ce coup-ci, Tupac n'a pas été condamné, mais la justice ne va pas tarder à le rattraper. Quelques mois plus tard, dans une boîte de nuit huppée de Manhattan, Jack Agnand, producteur flashy, présente Aina Jackson à Tupac. Celle-ci se jette littéralement sur lui. L'acte sexuel est carrément consommé au beau milieu de la piste de danse. Quelques jours plus tard, la voici qui revient à l'hôtel voir Tupac. Défoncé, le rappeur la laisse en compagnie de son manager et de Jack Agnand. À son réveil, la jeune fille porte plainte pour viol contre les 3 hommes. My life is ruined because nobody has a chance to get the facts. And the fact is that there was no semen found. No semen found, no forcible entry, no entry into the anal, no nothing, none of that, you know. And no fingerprints on the gun. No fingerprints on the guns, you know what I'm saying? The only time ever there was an act of sodomy, she admitted she did it to me. I should be, you know, putting charges on this girl who sodomized me on the floor of a dance club. Why am I in court, you know? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là et qui est ce nouvel ami de Tupac, Jack Agnand, dit Jack l'Haïtien? Il lui achetait des vêtements chics, de l'alcool, il faisait tout ce que Tupac demandait, il était son laquais. Il l'emmenait dans les boîtes branchées de New York, lui présentait des personnalités, il était, si je peux utiliser ce mot, un facilitateur. Jack l'Haïtien parle très peu de lui-même. C'est un roi de la nuit plus qu'un producteur de musique. Mike Tyson et Biggie, tous les deux new-yorkais, préviennent Tupac. Jack a un côté insaisissable, quelque chose d'inquiétant. En fait, il craint. Son dossier a immédiatement été séparé de celui de Tupac et de son manager. Cela n'arrive jamais dans ce cas de figure. Normalement, si 2, 3 ou 4 personnes sont arrêtées au même moment, au même endroit et pour le même crime, eh bien leur dossier reste ensemble. Ça, là, c'était la première alerte. Mais ce qui nous a vraiment choqués, c'est quand un de nos associés s'est procuré son casier judiciaire. Il y avait 30 inculpations. Et il y avait toujours quelque chose. Un non-lieu, un vice de procédure. Impossible de le serrer. Impossible. Même quand il était condamné. Rien à faire. Il n'allait jamais en prison. Il était relâché immédiatement. Et là, on s'est dit, ça, c'est les signes de quelqu'un qui collabore avec la police, un agent, voire un informateur payé. Quand Michael Warren envoie un de ses associés prendre la déposition de Jack l'Haïtien en prison, stupeur, l'homme qui est en train de payer la caution de Jack n'est autre qu'un des policiers en civil présents le jour de l'arrestation de Tupac. Jack sera libéré sur le champ et blanchi. Warren convoque Tupac et se fâche. Tupac est arrivé au rendez-vous en retard, accompagné de Jack Agnand. Il avait cette démarche chaloupée et jurait comme un charretier. Je lui dis, écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Il m'a dit, je suis un soldat. Je lui dis, tu n'as pas idée de ce que c'est que d'être un soldat. Si tu étais un vrai soldat, tu n'aurais jamais Jack Agnand le nez dans tes affaires et tu te rendrais compte que c'est à cause de Jack Agnand que cette parodie de procès a été montée contre toi. Non. Ne viens pas me dire que tu es un soldat. Je ne veux plus t'entendre. On s'est vraiment fâché ce jour-là. Il me défiait. Il était là, il tenait sa bouteille de gin à la main et il ne voulait rien savoir. Lors de son procès, Tupac interpelle le juge. « Vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux. Allez-y, faites ce qui est prévu. Mais vous ne me jugerez pas. Seul Dieu peut le faire. » It's not even about my trial no more. It's just about loud rap music, tattoo having thugs. It's not even about me no more. It's about, you know, some nightmare that these people having. She's talking about thug life and all that, trying to... He's definitely guilty. Anybody with thug life tattooed on their stomach is guilty. What type of reasoning is that? You know what I'm saying? We got different backgrounds. We come from 2 different places. Just because I look different than her doesn't mean that I'm a sodomizer or a raper. C'était un procès politique. L'établissement des forces de police
a découvert que Tupac, avec son père emprisonné, le docteur Mutulu Shakur, venait de concevoir un document qui s'appelait le Code de Thug Life. Un policier a trouvé une copie du document dans la chambre de l'hôtel Méridien le jour où les policiers sont venus arrêter Tupac pour cette histoire de viol. Le code de Thug Life prévoyait l'élimination du commerce de la drogue dans les ghettos, qu'on arrête de s'entretuer, qu'il n'y ait plus de rivalité. Ils avaient un plan de paix pour les gangs. Pire, les unir en milices armées pour combattre le véritable ennemi du ghetto, le gouvernement des États-Unis. Avec ce genre d'idée, Tupac était mort en moins de 2 ans. Ce document était une liste de règles de vie qu'il voulait implanter dans le ghetto. Et la police y était totalement opposée. Il faut savoir que le ghetto est une source de revenus pour la police. Par exemple, les dealers payent une taxe de protection. Thug Life, ce sont les 10 commandements des Black Panthers, remis au goût du jour. Une renaissance des Black Panthers? Ce n'est pas du tout du goût du pouvoir. Vraiment pas. Le maire tout-puissant de New York, Rudy Giuliani, sort alors de son rôle d'élu. Le maire Giuliani exigeait publiquement la peine maximum, même si Tupac n'a été trouvé coupable que pour des faits mineurs. Sur 9 chefs d'accusation, seuls 2, les plus mineurs, seront retenus contre lui, attouchement au visage et aux fesses de la jeune femme. C'était un maire élu grâce à la police. Et la police détestait Tupac Shakur pour ses prises de position contre la police. Comment la police se comporte dans ce pays, comment il traite les Noirs de ce pays, les Latinos. Rajoutez à cela la fusillade d'Atlanta. C'était une longue liste qu'ils avaient contre Tupac. Et c'est ce qui fait que ce maire, qui se croyait libre de dire et faire ce qu'il veut, qui se croyait au-dessus des lois, puisse publiquement exiger d'un tribunal que Tupac Shakur reçoive la sentence maximum. C'était un mandat. Come on, man. This is all about my image. Has nothing to do with me. This is all about my image. It's like MTV, all the papers, they building me up. Now they destroying me on the same image that they perpetuate. C'est alors que la veille de la délibération, le 30 novembre 1994, Tupac est attaqué par 3 braqueurs notoires de Brooklyn. 5 coups de feu retentissent dans le hall de Quad Studio à New York. Tupac, qui était venu enregistrer avec le producteur Jimmy Henchman, est blessé. Puff Daddy et Biggie sont à l'étage au-dessus, dans le studio voisin. Il était persuadé que Biggie et Puff Daddy lui avaient tendu un guet-apens. Juste après s'être fait tirer dessus, il est arrivé à monter là-haut dans le studio et a dit aux personnes présentes « Je sais que vous m'avez piégé, je ne l'oublierai jamais. » Ce n'est pas quelque chose qui lui est venu à l'esprit le lendemain ou une semaine après ou un an plus tard. Il savait tout de suite. Il avait reconnu les types qui étaient dans le hall et avec qui ils étaient de mèche. Il était persuadé que c'était un guet-apens. Les 3 agresseurs attendaient dans le hall. Et c'est bien Tupac qu'ils attendaient. La presse s'est longtemps posé des questions sur ce Jimmy Henchman, associé de Jack l'Haïtien et ami de Biggie. D'après les documents que nous nous sommes procurés, Henchman collaborait avec la police. Henchman et Jack Agnant étaient même des infiltrés et tous deux étaient des amis de Biggie et de Puff Daddy. Je ne sais pas qui a tiré. Mais ce que je sais, c'est qu'un des policiers qui était un des premiers arrivés sur les lieux, à l'hôtel Méridien, quand Tupac a été arrêté, c'est un des premiers, vraiment. Eh bien, ce même policier était dans une voiture devant les studios d'enregistrement quand la fusillade a eu lieu dans le hall. Et évidemment, c'était un des premiers arrivés sur place. Étrange, étrange, étrange coïncidence. 2 jours avant, Tupac n'avait-il pas croisé Jack Agnant et Biggie en train de faire la fête ensemble? Tupac est maintenant persuadé que les 3 braqueurs en treillis étaient des hommes de Jack Agnant, le gangster producteur connu pour braquer les dealers. Au lendemain de la fusillade, c'est le délibéré de son procès pour viol. Tupac est condamné à 4 ans de détention. Le juge lui refuse le droit de payer une caution fixée à 3 millions de dollars pour sortir. Décision inversée plus tard par la Cour suprême. Tupac est donc envoyé dans la prison haute sécurité de Clinton. Sa haine contre Biggie et sa bande
ne fait que commencer. C'était à un moment où Biggie était en train d'exploser, alors que Tupac était empêtré dans ses histoires. Après ce qui s'est passé, Pac vivait des moments très durs, le mec s'est fait condamner pour viol, il a pris 5 balles, et au même moment, ton ami, dans la ville où toutes tes merdes sont arrivées, eh bien, il est en train de prendre ta place. Et il y avait des gens en train de lui retourner la tête avec plein de saloperies. Il était très en colère. Quelqu'un dont je tairai le nom m'a demandé d'intervenir et d'organiser un rendez-vous pour calmer le jeu. Je suis allé voir Tupac en prison et il m'a dit non. Hors de question. Je n'ai jamais su si Biggie était impliqué là-dedans. Je suis persuadé que cela se passe au-dessus et que les forces que nous ne voyons pas au premier abord étaient en action. Et je ne parle pas seulement des autorités judiciaires de l'État de New York, mais aussi celles de tout le pays. Je suis allé le voir en prison et je lui ai dit « Écoute Tupac, la première guerre Est-Ouest a eu lieu au sein des Black Panthers et non pas dans le monde du hip-hop. Elle a été orchestrée par le FBI et leur programme de contre-espionnage. Je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais il existe toujours. Les gens que tu crois être tes amis ne le sont peut-être pas. Ce que tu crois être une vérité est souvent un mensonge. Et les ragots sont une arme que l'ennemi utilise pour détruire les organisations. C'est dans l'intérêt du gouvernement et des forces de police d'écarter quelqu'un comme Tupac. Quelqu'un qui a une telle écoute, une telle influence auprès d'un public aussi vaste, surtout auprès de la population jeune, et même auprès des moins jeunes. Alors comment arrive-t-on à faire ça? Eh bien, on crée un climat de division, un climat d'hostilité, on crée un climat de peur et de méfiance et de jalousie. You create a climate of envy.